Certains projets documentaires s'attachent à reconsidérer un événement passé, engageant le photographe à chercher des traces dans des centres d'archives ou sur le lieu même de l'événement. Ces démarches rapprochent l'artiste de l'historien, mais sans doute également de l'archéologue, au regard des gestes opérés, des terrains arpentés et des éléments recherchés. De telles pratiques, néanmoins, se distinguent de celles réalisées dans le cadre scientifique à plusieurs endroits. À travers le récit, c'est tout d'abord la dialectique opérée entre ces artefacts passés et une production contemporaine qui singularise l'enquête artistique. La prise en compte de l'épaisseur temporelle qui sépare l'événement de l'époque actuelle va d'ailleurs rarement sans s'accompagner d'une réflexion profonde sur les enjeux mémoriels et patrimoniaux. D'autre part, ces projets documentaires semblent devoir régulièrement composer avec le manque, l'absence, et par conséquent attribuer à ces dimensions une place. Que se passe-t-il en effet lorsque la documentation fait défaut, que les portes se trouvent aujourd'hui fermées ou que le terrain d'étude n'existe plus ? Cette contribution propose d'analyser des travaux qui placent leurs auteurs face à la lacune ou encore qui s'élaborent sur celle-ci et d'évoquer les choix narratifs qui en découlent. J'aborderai 3 projets dont le point commun, à travers leurs grandes différences, est de partir du constat d'une absence partielle de données. Dans le premier, Cimetière fantôme, Thessalonique, Martin Barzilai part à la recherche de stèles dispersées suite à la destruction d'un cimetière. La série photographie Inventarisiert porte quant à elle sur des objets spoliés à des familles juives durant la Seconde Guerre mondiale et amène Arno Giesinger à inventer des biais de représentation par-delà l'absence. Dans State of Emergency, Max Pinkers œuvre à la conception de nouveaux documents face au discours officiel porté sur la colonisation du Kenya. Ces approches envisageant la donnée manquante comme un vide signifiant qu'il s'agit de pointer cherchent aussi à le prendre en compte, paradoxalement en vue d'étoffer l'histoire de nouveaux récits. Thessalonique, cimetière fantôme de Martin Barzilai croise l'histoire familiale de l'auteur avec celle d'une ville et d'une partie de ses habitants. Le projet s'ouvre sur la découverte fortuite de clichés contenus dans une enveloppe. L'un d'eux représente son grand-oncle, posant près de la tombe de sa sœur dans l'ancien cimetière juif de Thessalonique. La cité grecque, composée à la sortie de la Première Guerre mondiale de l'une des plus grandes communautés juives d'Europe, fut envahie en 1941 par l'armée allemande. Parmi les nombreuses mesures de répression prises à l'encontre des citoyens de cette confession, la confiscation du cimetière fut dans un premier temps actée et la plupart de ses membres fut déportés. La décision de détruire le site s'ensuivit, abondant dans le sens des intérêts du reste de la population thessalonicienne et des autorités locales. Le cimetière ayant disparu, ce sont aussi les traces matérialisées sur des supports fragiles, rouleaux sacrés, lettres, photographies, qui furent supprimées, ainsi que l'indique l'historienne Katerina Kralova. Si retrouver la tombe familiale constitue le point d'entrée de l'investigation, l'intérêt de l'artiste s'élargit à la recherche des stèles funéraires qu'il photographie. Dans l'introduction de l'édition consacrée au projet, l'auteur écrit « Je veux trouver ce qui a été rendu invisible, ces traces qui ont résisté au temps ». La pierre, qui a pu subsister du fait de sa solidité, mais également de sa réutilisation potentielle, reste aujourd'hui l'un des rares artefacts attestant l'existence du cimetière. Les prises de vue s'attachent également dans cette enquête documentaire à en témoigner, le médium jouant ainsi un rôle probatoire. Bien que les stèles existent, la tâche de Martin Barzilai n'est pas simple. Suite à la destruction de ce lieu emblématique, les pierres tombales furent utilisées par la population pour rebâtir et agrandir Thessalonique. On les retrouve aujourd'hui disséminées dans la ville, entières et à l'état de fragments, laissées à même le sol ou incrustées dans des pavements et des murs. Plusieurs indices permettent néanmoins de les identifier. Parmi les autres matériaux de construction, les plus évidents sont les inscriptions gravées en hébreu sur l'une de leurs faces ou encore les dessins qui ornaient le marbre de façon caractéristique afin de renseigner sur le corps de métier ou encore sur le genre de la personne défunte. Si les enquêtes documentaires s'appuient régulièrement sur des documents d'archives, l'auteur ne dispose quant à lui d'aucun support préexistant à sa recherche. C'est en revanche aidé des connaissances de certains habitants que Martin Barzilai obtient des informations sur l'emplacement de ces pierres. Ces indications, communiquées au détour de conversations, souvent approximatives, le placent dans une recherche pragmatique, par ailleurs retranscrite dans le journal de bord situé en fin d'ouvrage de l'auteur. Réalisées en plein jour, dénuées d'effets esthétisants, les photographies des stèles présentes dans l'espace public sont variées.
Certaines capturent des détails, leur cadrage serré fait apparaître avec précision l'état d'usure de la roche, ainsi que l'écriture qui la recouvre partiellement. D'autres, au cadrage plus ouvert, montrent des résidus ou bien encore des stèles entières, tout en laissant entrer dans le champ des éléments de contexte, tels que la végétation environnante, des silhouettes passant furtivement, ou au contraire des citadins assis et discutant. Inscrites dans l'environnement des Thessaloniciens et des Thessaloniciennes, les pierres semblent faire partie du paysage urbain sans distinction et en cela avoir été relayées au rang d'éléments de décor. Ces images accumulées dans le projet pointent une anomalie. Elles détectent, ainsi que l'écrit Judith Michalet, en engageant avec une sensibilité tant physiologique qu'intellectuelle, la singularité d'un événement en rupture avec d'autres, comme l'on voit une figure sur un fond. En mettant en évidence la présence anormalement assimilée de ces artefacts, les photographies de Martin Barzilai relèvent la banalisation des faits passés, depuis la destruction du cimetière jusqu'à l'histoire tragique de la communauté juive. Parmi les 3 outils d'analyse du réel, l'indice, le signe et le symptôme, susceptibles aux yeux de Carlo Ginzburg de saisir une réalité plus profonde, impossible à atteindre autrement, le caractère indiciel présent dans la recherche concrète des stèles regroupe ici les marqueurs signifiants et symptomatiques. L'auteur décrit régulièrement dans son journal l'évitement, voire le mutisme de certains habitants au sujet de l'ancien lieu de recueillement. L'indifférence de la population locale fait écho à une négligence institutionnelle dont l'origine s'avère complexe et lointaine. Katerina Kralova indique en effet que la remise en cause du cimetière par les élites grecques remonte aux années 20, dans un contexte de discrimination déjà installé et qui ne fit qu'augmenter jusqu'à l'invasion allemande. Si un mémorial fut bâti en 2014 à son emplacement d'origine, Martin Barzilai note qu'il fut vandalisé à 4 reprises. Sa représentation photographique établit un rapport paradoxal avec les clichés des stèles désacralisées du fait de leurs emplacements ou de leur réemploi. Cette image incite de plus à une comparaison avec 2 photographies prises dans le nouveau cimetière juif construit dans les années 50 en périphérie de la ville. L'une d'elles met en avant un monument situé au bout d'une large allée. La verticalité de la pierre érigée contraste avec les reliquats qui parsèment encore actuellement le sol de la ville. Sur la seconde, des stèles sont alignées, certaines ayant été recomposées à partir de plusieurs fragments. Provenant de l'ancien cimetière, leur transfert fut réalisé par la communauté juive locale. Ces différentes tentatives de rematérialiser le passé ou d'en témoigner questionnent les conditions qui permettent à la dimension mémorielle de se déployer. Elles incitent notamment à évaluer l'aspect contradictoire des mesures prises par l'institution et les efforts réalisés par une partie de la société civile pour réinsuffler une symbolique aux événements du passé, bien que dans un espace tiers. En fin d'ouvrage, une carte réalisée par l'auteur localise les stèles photographiées lors de ses différents séjours. Des points indiquent leurs emplacements et s'accompagnent d'indications, campus de l'université d'Aristote, centre médical public, mur d'enceinte de la nouvelle gare ferroviaire, etc. Cette modalité de représentation se singularise par rapport aux prises de vue des pierres une à une, en venant apporter une vision macro au projet. La carte renoue également avec l'idée d'étendue, notion attachée à la considération des lieux. Tandis que l'ancien cimetière ne se matérialisait jusqu'alors que par ses fragments, nous découvrons son périmètre approximatif qu'aucun document édité jusqu'à l'enquête ne proposait. S'ajoute à cette notion celle des connaissances engrangées par la recherche, arrêtée à la fin de l'investigation et à la publication de l'ouvrage, non exhaustive. Cette synthèse constitue une démonstration pleine, tout d'abord par sa valeur d'usage et l'apport d'éléments de compréhension inédits. Le caractère pragmatique de l'entreprise de schématisation répond ainsi à un enjeu de clarté et d'information. Localisant également l'espace où se trouvent les dalles funéraires, elle positionne sur un même plan l'existence de l'ancien cimetière et de ses résidus contemporains, et en cela fusionne les époques pour donner à voir sur un même plan plusieurs couches temporelles. Cette représentation graphique pourrait enfin définir métaphoriquement l'étendue d'un métacimetière couvrant Thessalonique et ses abords, dont les fondations s'ancrent sur une situation demeurée irrésolue parce qu'invisibilisée. Éléments cartographiés, photographiés, écrits, renseignent enfin sur l'ampleur des déplacements de ces pierres. Leur nouvelle localisation, fort loin du périmètre du lieu sacré, rendent compte de mobilité que ni leur qualité matérielle, le marbre, ni leur vocation initiale, immuable et sanctuarisée, n'auraient laissé prévoir.
L'enquête, par le travail méticuleux de recherche de fragments, tente ainsi à redonner une place au cimetière ainsi qu'à la communauté dont une large partie a elle-même disparu, tout en relevant des manques qui font figure de manquement à l'échelle de l'institution. Réalisée par Arno Giesinger entre 1998 et 2000, la série Inventariziert évoque également le destin d'objets par le biais de leurs itinéraires. Contacté par le Mobiliendepot, le mobilier national autrichien à Vienne, suite à la découverte dans son fonds de biens spoliés à 8 familles juives viennoises après l'Anschluss, le photographe élabore son projet avant leur restitution aux familles des victimes. Par-delà l'initiative institutionnelle consistant à redistribuer ces biens, le médium utilisé pour ses capacités à imager permet aussi de garder trace de l'existence de cette collection problématique au sein d'une structure d'État. Le titre de la série reprend en effet l'ambiguïté des enjeux posés par ces artefacts, référés aux termes ariane, arianisation, et invent, inventaire. L'appellation inventariziert désigne la spoliation comme le dénominateur commun susceptible d'expliquer la réunion d'objets aussi hétérogènes au sein d'un même ensemble. Arno Giesinger reprend les modalités formelles de l'inventaire, base de données et outils essentiels des institutions patrimoniales pour réaliser ces clichés. Les objets sont mis en scène à travers des prises de vue frontales réalisées sur le sol même du dépôt. Sobrement positionnés à terre, chaque élément de ce mobilier diversifié, allant de l'armoire jusqu'à des pièces moins imposantes, vases et chandeliers par exemple, s'inscrit au centre de l'image dans un cadrage serré. À l'aspect implacable et systématique des mesures mises en place par la bureaucratie autrichienne à l'encontre des habitants juifs de Vienne, s'oppose en miroir la rigueur d'un protocole sous-tendu par l'idée de neutralité. Cette neutralité qui met à distance et objectivise les qualités perceptibles des artefacts laisse toutefois une grande place à l'interprétation. En atteste la variation des lignes démarquant le sol du mur d'une image à une autre. Le photographe qui travaille avec une focale fixe choisit des hauteurs différentes pour ses prises de vue en les adaptant à la taille des objets. Nous pourrions davantage parler d'un traitement équitable que d'un traitement identique. Portraiturés de manière à apparaître dans leur entièreté et dans leur singularité, ils deviennent, comme indique l'auteur, les protagonistes de leur propre destin. Les représentations sont complétées du numéro d'inventaire qui fut attribué aux biens spoliés par le Mobiliendepot une fois entrés dans l'institution, ainsi que par les informations connues sur leurs éventuels transferts vers d'autres sites. Une seconde vie détachée de la sphère domestique est restituée factuellement, à même l'image, au sein de circuits composés de prêts et de dépôts dans des administrations. Un parallèle peut être envisagé entre le parcours de ces objets voués au transit et celui des familles forcées à l'exil lorsqu'elles ne furent pas menées directement en camp de travail et de concentration. Par-delà la situation viennoise, des parcours d'itinérance, celle du philosophe et historien Walter Benjamin ou encore du résistant antifasciste Heinrich Konir, furent également documentés par Arno Giesinger à travers des récits rythmés par une succession d'arrachements topographiques. Parmi les 648 éléments spoliés, certains ne se trouvaient plus dans les collections du Mobiliendepot au moment de la réalisation du projet. Leur prise en compte par le photographe revêt pourtant un enjeu majeur, tout d'abord au titre du devoir de transparence envers les victimes et d'information du public. Leur mouvement vers d'autres situations et d'autres lieux constitue des absences qui ne peuvent que questionner. Ces transactions, habituellement décidées par le propriétaire d'un bien, renseignent sur la profondeur de l'ingérence et le sentiment d'appropriation faisant suite à la spoliation. La nécessité de figurer les artefacts manquants porte en outre des enjeux significatifs relatifs à l'histoire. La représentation de l'objet absent passe par le suivi du même protocole de prise de vue que pour les objets présents. Des photographies d'espaces vides montrent la place supposée de ces artefacts qui ne sont plus que cités dans l'inventaire. La ligne démarquant le mur du sol varie encore, laissant penser que l'artiste a imaginé cette fois la taille et la forme de chacun. Une telle estimation, qui relève de la libre interprétation, appelle l'imaginaire et la référence aux objets spoliés de cette même nature déjà rencontrés. La désignation du mobilier en langue allemande, telle qu'elle a été donnée par les spoliateurs, écrit le photographe, est rajoutée au centre de la composition et complète ainsi le numéro d'inventaire et les données de traçabilité. Ces images énigmatiques induisent des sensations et des lectures particulières, et bien qu'unifiées sous un même protocole, la série appelle des modalités de réception que l'on peut distinguer.
Si les clichés des objets encore présents dans la collection réifient un état du réel, ceux des objets absents invitent à concevoir mentalement ces artefacts dont la forme se déduit sans se voir. Les informations textuelles délivrées permettent ainsi une reconstitution de l'objet absent qui passe de l'imaginaire de l'artiste à celui du spectateur. Raphaël Berthaud parle à cet égard d'une image dont la puissance à signifier se perçoit en creux. Le dispositif mis en place par Arnaud Giesinger pour figurer les objets absents engage, en effet, le récepteur dans un rôle actif. La quête indicielle, habituellement placée du côté de l'artiste, glisse du côté du spectateur lors de cette reconstitution qui s'opère en croisant les différents éléments mis à sa disposition. Mais le vide dans ces images s'appréhende aussi pour lui-même. Concret, doté d'une tessiture symbolique, il se donne au regard sans filtre et outrepasse les contours supposés de l'objet imaginé pour faire apparaître, à travers le particulier et l'individuel, la profondeur temporelle propre au récit de l'histoire. La philosophe citée plus haut ajoute que dans les images travaillant avec le vide, le creux n'est pas une représentation de l'absence ou de la disparition, mais du manque, celui des traces visibles de l'événement. L'effet de présence-absence à l'œuvre dans ces photographies fait écho à celui qui opère à l'échelle de la série globale. Cet ensemble a été exposé à plusieurs reprises, notamment au Muséum Kaiserlich Mobilier Depot en 2000, à l'occasion de la restitution de la carte blanche réalisée par l'auteur. Prenant la forme d'un pavé juxtaposant les clichés, il rend compte de destins individuels dont la somme compose une ligne commune. Le caractère invisible des objets non matérialisés y semble quant à lui renforcé par contraste avec les objets visibles. Un travail archéologique permet de saisir l'histoire de ces objets à travers le temps en remontant aux sources des faits. Il s'adjoint à une production qui sollicite l'imaginaire pour rendre compte d'une réalité qui dépasse largement le visible. Cette articulation, qui ménage les dimensions épistémiques et symboliques, donne corps à la recherche et permet à un art de la simultanéité, tel que celui de la photographie, de renfermer à l'intérieur de son cadre deux conceptions du temps. Celui stratifié qui ponctue l'histoire de faits et celui fluide, susceptible de rendre compte d'une existence ou bien encore du caractère évolutif d'une situation. Le lieu des prises de vue favorise également le déploiement de cette diversité temporelle. Le dépôt, par lequel transitèrent au moins une fois chaque élément volé, cristallise la transformation d'objets personnels en objets patrimoniaux. Devenant concrètement le terrain du photographe, il est lui-même transfiguré lors du projet. Son sol comporte les traces des objets déplacés au fur et à mesure des prises de vue, et le mur derrière lequel les objets sont placés est repeint. Il devient un espace de réapparition, à l'intérieur duquel le récit du passé se complète et la critique peut s'exercer. Par-delà l'impermanence, l'arbitraire des choix et des déplacements qui ponctuent le destin des artefacts, la série peut certes renvoyer au ça a été de Roland Barthes, en attestant que le motif photographié a bien existé devant l'objectif à un moment donné. Elle va néanmoins plus loin en constituant aussi le témoignage irréfutable que des objets ont été spoliés pour être admis dans une collection publique. Ces images préservent ainsi l'effet de l'oubli et empêchent qu'une nouvelle lacune dans les données de l'histoire n'advienne après que les objets n'aient été restitués et que toute trace de leur existence n'ait été effacée. L'aspect lacunaire des données du passé constitue également une problématique dans le projet State of Emergency de Max Pinkers. Le photographe s'intéresse au mouvement de résistance armée kényan Mau Mau, dont les membres, aujourd'hui vétérans, sont en demande de réparation et de reconnaissance face aux violences qu'ils subirent lors de la colonisation de leur pays par l'État britannique. Bien que les centres d'archives aient gardé trace de l'histoire coloniale du Kenya, les mauvais traitements endurés par les soldats y sont quant à eux peu représentés. Les documents qui auraient pu en témoigner furent, ainsi que l'indique l'auteur, délibérément détruits, cachés ou manipulés. Ce manque a pu créer un vide, comblé dans les consciences comme dans les institutions chargées de conserver la mémoire, par une vaste documentation à charge des combattants de la liberté, qui les dépeint comme des terroristes et des meurtriers dans un contexte où la colonisation était la norme. La démarche de Max Pinkers vise par conséquent à concevoir une archive alternative à cette documentation institutionnelle et à la pensée dominante dont elle est issue. La dimension collaborative, omniprésente dans le projet, pose l'ambition d'une justice épistémique en constituant pour les vétérans un espace d'affirmation et de délivrance des savoirs. Lors de ce travail réalisé sur plus de 10 ans et ponctué par plusieurs séjours au Kenya,
l'auteur a présenté aux membres du mouvement Mau Mau des images provenant de plusieurs fonds d'archives, principalement d'origine britannique. Les anciens soldats sont photographiés discutant ensemble autour de ces documents qui le représentent et qui leur étaient pourtant inconnus, afin de sélectionner des lieux et des situations à reconvoquer. Ces étapes marquantes dans l'histoire du conflit, choisies en résonance avec leurs propres souvenirs, sont à la base de l'élaboration d'un nouveau corpus visuel qui s'apparente à une documentation inédite sur le passé. L'organisation des photographies au sein de l'ouvrage met en perspective deux manières d'envisager le paradigme de l'époque et les valeurs des guerriers autochtones. Sortant d'un agencement binaire ou chronologique, les archives et la production contemporaine s'articulent de façon dialogique sur les pages du livre. Elles rentrent en tension, déjouant la possibilité d'une vision univoque des événements pour verser dans une pluralité herméneutique. Plus qu'une archive parallèle, nous pourrions parler d'une contre-archive, au sens où la vision des combattants de la liberté s'oppose à une iconographie fondée sur la propagande et qui n'a jamais été remise en cause jusque-là. En plus des entretiens qui viennent s'ajouter aux prises de vue de certains sites, tels que des camps de travail forcés dont on ne trouve pratiquement aucune trace aujourd'hui, les données textuelles placées à proximité des images d'archives tiennent une place importante. De nouvelles légendes se juxtaposent à celles, purement descriptives, qui accompagnent nativement les clichés d'époque. En les complétant, elles constituent un argumentaire permettant au lecteur de prendre position à travers une analyse renouvelée. Ainsi, la laconique phrase décrivant l'inspection d'un dortoir de camp de détention par un militaire se complète d'informations sur l'officier photographié, un acteur majeur de la colonisation du Kenya, qui avait pleinement conscience des interrogatoires brutaux infligés aux détenus. Ces données viennent en quelque sorte neutraliser la factualité de l'iconographie institutionnelle pour replacer les acteurs et les lieux qui y figurent en contexte et dans leurs responsabilités respectives. Bien que de nombreuses images renseignant sur les sévices infligés pendant la colonisation furent détruites, certaines d'entre elles, non censurées et présentes dans le projet, attestent, par ailleurs, la violence qui s'exerçait dans le pays et plus largement ce que Daniel Folliard qualifie de polyphonie morale propre aux guerres coloniales, lors desquelles, je le cite, « l'acceptable et l'inacceptable se repensent en partie à travers ce que l'on voit des interactions entre les forces d'un pays donné et les populations que l'on veut diriger. On redessine les contours de ce que sont la force justifiée et la violence excessive. » Fin de citation. Si la mise en scène est explicitement utilisée dans les prises de vue représentant les soldats Mau Mau, le caractère construit de certains clichés d'époque est quant à lui souligné comme un dispositif visant à orienter la compréhension du conflit. C'est le cas de plusieurs images, dont l'une d'elles montre un militaire britannique au premier plan, éclairé par une lumière digne d'un studio photographique, tandis que des soldats kényans se trouvent en arrière-plan et dans l'ombre. L'auteur déplie à travers une analyse sémiologique ses partis pris proprement scéniques, élaborés à la faveur d'une vision dominante, héroïque des colonisateurs. Certaines photographies de Max Pinkers mettent également en scène les vétérans dans des postures vécues ou subies par le passé. L'image fixe des gestes effectués autrefois en temps de guerre et rejoués au présent. Des stratégies collectives sont dévoilées, au sein desquelles les principes de rigueur et de solidarité apparaissent notamment. Les Mau Mau reproduisent également des situations de soumission qui leur furent imposées par l'armée britannique. Ces scènes qui pourraient s'apparenter à la forme du réenactment convoquent le passé et le réactualisent en le réinterprétant. Puisant son origine dans des pratiques amatrices, attachées à reconstituer certains événements de l'histoire, le réenactment artistique tient aux yeux d'Aline Caillé sa singularité en proposant une modalité intermédiaire entre la représentation et la performance. La philosophe marque l'écart qui le distingue du jeu de rôle grandeur nature, en précisant qu'il est une reprise dans le présent et pour le présent d'un fait passé. On peut alors penser que la remise en cause du récit officiel de l'histoire, ainsi que sa réécriture, se loge dans l'écart perceptible entre les vues réalisées au moment du conflit et celles conçues pendant le projet. Cet écart permet d'envisager le temps comme une matière poreuse et conçoit que les actes réalisés au présent puissent aussi avoir des conséquences concrètes sur l'avenir. Dans l'histoire de la performance, comme généralement celle des arts de la scène, l'image a pu constituer un outil permettant de garder trace de la représentation. Tandis que, toujours selon Aline Caillé, le réenactment artistique en tant que déploiement dans le présent d'une action ne vise pas la production d'une forme ni d'un objet,
et glisse ainsi du champ poétique au champ de la praxis, la dynamique performative des gestes des soldats semble, en ce qui les concerne, s'effacer au profit de l'ambition de faire document. L'attention portée à consigner des gestes précis, le cadrage centré sur les actants, génère des clichés à l'identité troublante, dont on peut penser qu'ils renferment à la fois les dimensions poétiques et praxiques. L'auteur nomme ces prises de vue « demonstrations », terme anglais portant le double sens de démontrer et de manifester. Redéfinissant le périmètre de la notion de vérité, ces images qui lient posture physique et position politique assument la distance, mais aussi la différence existant entre les clichés contemporains et ceux réalisés pendant l'état d'urgence instauré au Kenya, sans pour autant verser dans la fiction. L'utilisation de la couleur se distingue ainsi de la monochromie des archives d'époque. D'autres signes peuvent encore être relevés, plaçant les photographies de Max Pinkers dans un autre rapport au passé que celui de la mimésis. Les vétérans rejouent les scènes, tandis que leur corps et leur visage portent les traces du passage du temps. Leurs habits ne sont pas ceux de l'armée, mais des tenues civiles qui sont même apprêtées pour passer devant l'objectif. Pourtant, ce sont eux qui démontrent, et ce faisant qui délivrent des gestes qu'ils réalisèrent dans le passé, garantissant en cela leur authenticité. Diffusant un savoir qui traverse le temps, ils permettent à ce corpus, que l'auteur qualifie d'archives imaginaires, de se confronter aux archives officielles. La disparition de certaines données du passé devient, dans les 3 projets évoqués, un objet d'analyse à part entière, ouvrant une dimension critique envers l'institution qui l'a laissé s'installer ou qui l'a encouragée. Synonyme de manque, l'absence devient aussi un moteur pour la production, mobilisant la créativité en vue de dépasser le constat, pourtant bien réel, selon lequel ce qui ne fut pas conservé en son temps ne se donnera plus jamais tel quel. Les gestes des photographes consistant à souligner, reconstituer ou encore figurer l'absence offrent des alternatives face à l'impasse. Ce faisant, ils réhabilitent le vide, notion généralement synonyme de zone insondable, en le transformant en un matériau de travail, en le précisant dans ses origines et ses implications, jusqu'à lui redonner consistance, sans toutefois le combler. Ces projets qui laissent une part importante à l'imaginaire des auteurs, à travers la construction narrative et les formes réalisées, parviennent ainsi à élaborer de nouvelles manières de lire les événements lointains, recouverts, alliant la rigueur de certains procédés scientifiques à la symbolique des situations étudiées. Ils laissent enfin un champ ouvert à l'interprétation du spectateur, devenu lui-même acteur critique de cette histoire partagée. Merci.